Quelques problèmes, mais ça arrive. Comme M. Rouet vous l'a expliqué, je suis Mariano Sanfilippo, je suis professeur ici maintenant, principalement dans la section informatique. Une partie de mon temps. L'autre partie, je suis responsable communication au pôle académique d'IS de Hambourg. C'est normal, vous ne le connaissez peut-être pas. Je suis en train de développer petit à petit la communication, donc ça arrivera dans le courant de l'année. Et à côté de ça, j'ai créé une entreprise à peu maintenant. Mais la première entreprise sera présentée aujourd'hui, donc qui est Student & Go. Ah, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Entreprise qui aide en général à trouver job d'étudiant, stage, premier emploi. Oui. Je dois parler avec ça alors, je suppose. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Donc, on peut démarrer. Le but de cette petite présentation est de vous apprendre à présenter un produit, un projet ou une entreprise. Mais ça peut être adapté à plein de choses. Vous allez voir, le pitch n'est pas que dans le business. Vous pouvez l'utiliser pour vous, éventuellement, le jour de votre première embauche, premier entretien plutôt d'embauche, où vous pourrez aussi trouver quels arguments vous pouvez appuyer pour vous présenter. Donc, quand on fait une présentation, on a plusieurs questions au début qu'on doit se poser. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on cherche à défendre ? Donc, si vous êtes en entretien d'emploi, ben, vous allez chercher à vous défendre, à défendre vos qualités, donc positionnement. Si maintenant vous êtes dans le cadre d'une entreprise ou d'un projet, vous allez devoir chercher quels sont les points du projet que vous voulez défendre. Donc, tous les points de l'entreprise ne doivent pas être défendus. C'est à vous de chercher quel est le point à mettre en avant en fonction de plusieurs paramètres. On verra ça aujourd'hui. Comment le défendre? Une fois que vous avez déterminé les points à appuyer, vous pouvez petit à petit chercher la méthode la plus adéquate pour mettre ces points en avant. Est-ce que je dois faire une présentation, un jeu, une pièce de théâtre? Tout ça s'étudie sur ça. Par où est-ce que vous devez commencer? Peut suivre le comment. Et que dois-je éviter comme erreur? Ça, c'est la question la plus importante. Quand vous devez faire une présentation, d'abord démarrer par qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire pour me planter, et essayer tant que possible d'écarter cette chose. Par exemple, très souvent on oublie de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas dépasser le timing? Et donc, très souvent, quand vous allez être amené à faire une présentation de projet, le timing est très important. La personne devant vous vous donne peut-être 5 minutes, aux examens on vous donne peut-être 15 minutes. Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir ne pas dépasser ces 15 minutes? Donc ça, c'est aussi une réflexion à avoir au début de votre projet. Ensuite, pour pouvoir répondre à ces questions, donc la présentation va essayer d'abord de vous faire comprendre comment présenter votre produit, vos projets, vos objectifs, expliquer le contexte dans lequel vous êtes, mais ça c'est plutôt M. Rouet cette année qui l'a fait, pour pouvoir expliquer le contexte de votre projet. Et finalement, la méthodologie, ça c'est vraiment le point d'aujourd'hui, c'est comment adopter une bonne méthodologie. Moi, je vous en proposerai une. Vous allez voir après donc, la théorie de l'élévateur pitch. Ensuite, on fera un petit exemple avec Student & Go très rapidement, et puis je donnerai d'autres exemples de startups plus nouvelles ici dans la région liégeoise, que vous connaissez peut-être. On fera le tour de ces startups-là avec 3 vidéos à l'appui. Et finalement, un conseil d'adaptation pour votre projet sur base de cette présentation. Je laisserai peut-être M. Rouet, vu que le timing est compté pour moi, éventuellement adapter ce qu'on a vu ici aujourd'hui à leur projet en fonction des questions. Je reste bien sûr disponible, donc si à un moment donné vous voulez me poser des questions, je suis joignable par mail, donc m.sanfilippo@telmo.be. Vous me retrouvez dans votre carnet de contact. Donc avant de démarrer sur l'élévateur pitch et les étapes dans lesquelles vous devez passer pour pouvoir constituer un bon élévateur pitch, il faut comprendre ce que c'est pitch et élévateur pitch. Alors le pitch, peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'à la base c'est né dans la publicité et puis ça a été adapté à l'entrepreneuriat, au business et au cinéma. Donc ça veut dire qu'au final, si vous êtes peut-être dans le cinéma, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si vous avez fait d'autres études en publicité, vous en avez certainement entendu parler. Donc c'est simplement une brève présentation. Le pitch, c'est quelque chose de très court, où le but est de faire passer un message clair. Et en général, dans le monde du business, c'est pour vendre. Alors soit c'est pour se vendre, pour vendre un produit, pour vendre une entreprise, pour relever des fonds, peu importe, un pitch, c'est une brève présentation. Alors en général, un bon pitch, c'est un pitch dans lequel on va pouvoir raconter une histoire. Et donc le but est de construire cette histoire. Donc quelqu'un qui va venir présenter rapidement, en quelques secondes, un projet, mais qui n'a pas d'histoire à la clé,
va moins plaire que celui qui vient raconter que, par exemple, vous allez voir, on verra dans une des vidéos, Adaman Seth, le fondateur, Vincent Quenen, était atteint d'une maladie, le cancer, et donc il a eu tout un traitement, il a eu des gros problèmes de dossiers médicaux, enfin il explique tout ça dans sa vidéo, et de là est née son envie de créer un produit qui pourrait aider à suivre son dossier médical de médecin en médecin. Et c'est comme ça qu'est né Adaman Seth. Ben, rien que d'écouter son histoire, on a envie de l'écouter jusqu'au bout. Et qu'il la raconte en 30 secondes ou qu'il la raconte en une demi-heure, on va l'écouter jusqu'au bout. Parce qu'il y a une histoire derrière. Tandis que celui qui vient en disant voilà, j'ai une super entreprise à vous présenter, mais qui ne cherche pas à raconter une petite histoire derrière, ben, on va moins vite être accroché à son pitch. Ensuite, le pitch a plusieurs destinataires. Ici, j'en ai listé quelques-uns, clients, fournisseurs, investisseurs, l'équipe en général, enfin peu importe. C'est large, c'est non exhaustif, vous pouvez avoir bien d'autres personnes. Alors la différence entre le pitch et l'elevator pitch, c'est le mot elevator, qui, comme vous le voyez, ben, simplement signifie l'ascenseur. Le but est, dans l'histoire de l'elevator pitch, de pouvoir faire passer un message en montant dans un ascenseur à l'accueil et en se laissant aller jusqu'à l'étage de la direction avec, imaginons, le directeur à vos côtés. Donc vous êtes à côté du directeur, vous êtes dans l'ascenseur, vous avez 30 à 50 secondes pour arriver à son bureau, le directeur n'a pas le temps, vous n'avez jamais l'occasion de le rencontrer, ce jour-là vous êtes avec lui dans l'ascenseur, et en gros vous devez être clair, faire comprendre votre projet, et au moment où il sort de l'ascenseur, il y a deux choses qu'il doit vous proposer. C'est un, dire j'aime bien votre projet, je vous réécoute. Deux, ok je te suis, je t'investis. D'accord? Donc c'est vraiment ça, c'est en 50 secondes pouvoir être très clair. Alors, il y en a beaucoup, la première fois que j'ai entendu ça, donc ça date d'il y a 5 ans maintenant, quand on me l'a raconté, je dis mais c'est impossible de faire passer un projet dans 55 secondes, enfin, faut pas rigoler des gens, on a à peine le temps de dire bonjour que, ben non, pas du tout. En fait, en 55 secondes, vous pouvez même présenter 2 projets si vous êtes très bien préparé. D'accord? Donc, quel est le but? Ben, je l'ai dit tout au fil des 2 présentations. Le but des 2 est de pouvoir convaincre. Sauf que, en fonction de la durée que vous avez un niveau de conviction différent. Et donc, vous avez, pour le pitch, principalement, le but est de convaincre à vendre, à acheter plutôt votre produit. Donc, vous avez entre 10 et 55 minutes, en théorie. Et donc, pendant cette période-là, le but est d'être très précis, de pouvoir aller quand même assez bien dans le détail, pas trop, mais suffisamment que pour que la personne qui vous écoute puisse dire « je veux vous voir demain, j'achète votre produit » ou on réfléchit à quel est le bon de commande à mettre en place, ou si c'est un investisseur, combien vous voulez, pour combien de pourcents. D'accord? Pour l'elevator pitch, c'est pas la même chose. Le but est plutôt de dire « j'ai réussi à vous convaincre, quand est-ce qu'on peut se voir pour pouvoir faire mon pitch complet ?» D'accord? Donc c'est vraiment la première étape avant le pitch. Alors dans le cadre de votre projet ici, ce que je vous conseille, c'est pour la vidéo de plutôt partir sur un système elevator pitch. Donc quelque chose de très court, clair, vous pouvez dépasser la minute, je pense que c'est 5 minutes, c'est ça? C'est 5 minutes, donc vous pouvez dépasser la minute, mais en général, pour que le message soit clair, 1 minute, c'est bien. Et puis alors, vous pouvez combler avec d'autres aspects. Par exemple, vous allez voir que dans l'elevator pitch, on ne parle pas trop des aspects financiers, mais nous, ici, dans le cadre du cours, on va vous demander d'en parler. Donc, voilà, vous allez devoir compléter cette présentation avec les points demandés par vos professeurs. Alors, pour faire un pitch, vous l'avez compris, le timing est très important. C'est quasiment ça qui définit le terme pitch, elevator pitch. Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien préparé, c'est foutu. D'accord? Donc, en général, c'est pas obligé d'être quelque chose de par cœur. Par exemple, moi, quand je pitch mon projet, je l'ai déjà pitché minimum 125 fois sur les 5 dernières années. Sur les 125 fois, je n'ai jamais pitché 2 fois le même pitch. Enfin, je n'ai jamais fait 2 fois le même pitch à la phrase près. C'est-à-dire que j'adapte en fonction du contexte dans lequel je suis, j'adapte en fonction de la personne que j'ai en face de moi, j'adapte en fonction du besoin que j'ai. Si à un moment donné, je vais pitcher face à une personne pour investir dans mon entreprise, je vais faire passer un message différent de si je rencontre une entreprise avec qui j'aimerais simplement faire un petit partenariat et pouvoir faire un peu de communication. D'accord? Donc il faut savoir que le pitch doit juste être très bien préparé, mais quand même,
laisser une certaine liberté, il ne faut pas que ce soit du par cœur. Alors pour bien se préparer, il faut toujours garder en tête que le temps est limité, donc pas besoin de raconter toute votre histoire, d'où vous venez, d'où viennent vos parents, vos origines, voilà, on va directement à l'essentiel. Les éléments clés sélectionnés, bien les mettre en avant, donc ça c'est ce que vous voulez mettre en avant dans votre message. Orienter interlocuteur, donc comme je vous l'ai dit, c'est toujours en fonction de l'interlocuteur adapter votre message, et être clair. Alors être clair, ce que j'ai mis là est vrai, hein, votre grand-mère doit pouvoir vous comprendre. Parce que très souvent, le problème, c'est qu'on essaie des techniques, ou alors on est très bon dans notre domaine, et au moment où on va expliquer à l'investisseur qui est devant nous, lui, il n'y connaît rien. Et malheureusement, s'il n'y connaît rien dans le domaine dans lequel vous êtes, vous allez commencer à parler de manière très technique. Peut-être pas pour vous, vous allez dire, ouais, mais au fait, moi je parle, c'est très simple, là, il y a moyen d'être beaucoup plus technique. Oui, mais lui n'a déjà pas votre niveau, donc si vous pensez ne pas être très technique, mais que votre grand-mère ne vous comprend pas, lui, il y a beaucoup de chances qu'il ne comprenne pas. Et alors j'aime bien pour ça prendre l'exemple du pharmacien, d'accord? Imaginez, vous avez quelqu'un qui sort de pharmacie, qui a un super projet révolutionnaire, par exemple contre les allergies, imaginons, et il rencontre un investisseur. Imaginons, il vient me trouver, il me dit, moi j'aimerais bien que tu investisses dans mon projet. Je regarde, oui, bah écoute, présente-moi ton projet. Et il commence à me parler de molécules, il me détaille toutes ces formules chimiques. Bon, il aura peut-être un peu de chance, parce que je connais un tout petit peu la chimie, mais peut-être pas à son niveau. Et donc très vite, il va me perdre. Donc à un moment donné, je vais dire, oui, c'est super technique, c'est bien, mais j'ai pas tout compris. Il y a des trucs où, vu que je n'ai pas compris, je vais quand même me renseigner. Et donc là, il m'a perdu. Parce que si je dois me renseigner pour pouvoir lui dire, je vais investir ou non dans ton projet, le temps va s'écouler, et puis peut-être que je vais trouver d'autres investisseurs, ou peut-être que lui simplement, ou moi dans ce cas-ci, je vais trouver d'autres projets dans lesquels je vais investir, et donc quand il va venir me retrouver, je vais dire, c'était vraiment chouette, mais j'ai déjà mis l'argent, mon budget de cette année, je l'ai déjà mis dans une autre boîte. Donc voilà, donc l'intérêt d'être très clair, de pouvoir dire, j'ai déjà présenté mon projet à ma grand-mère. D'accord, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'elle ne parle pas très bien français, mais le but était vraiment de pouvoir voir sa réaction par rapport au projet. Il faut garder une suite logique et cohérente, et comme je l'ai mis ici, ça va peut-être choquer certains, peut-être pas. Donc Eminem le dit, vous n'avez qu'une chance, d'accord? Vous ne pouvez pas vous planter. Le pitch, c'est ça. Vous rencontrez une personne, vous lui présentez le message une fois. Ça m'est déjà arrivé de présenter mon message, de ne pas être clair, pour diverses raisons, et la personne qui est devant moi a complètement décroché. J'ai revu la personne d'ailleurs au tout début, quand je l'avais rencontrée, et je l'ai revue il n'y a pas longtemps, et elle m'a dit, le message a évolué sur ces années, et maintenant, je te prends beaucoup plus au sérieux quand tu me parles que quand il y a 5 ans. C'est la première fois que je l'ai vu, je me suis planté. Pendant 2 ans, il ne voulait même pas entendre parler de moi parce que, voilà, c'était pas clair. Et il s'est dit, c'est pas pro, moi je ne peux pas suivre ce type de projet. 5 ans après, il se dit, au final, c'était très bien, mais peut-être que je suis tombé au mauvais moment. Donc l'intérêt de bien se préparer. Donc, ce n'est pas une description technique, je l'ai dit, ce n'est pas une tentative de persuasion infantilisante, ce n'est pas un processus de séduction subjectif, c'est pas quelque chose d'abstrait. Le but est d'être le plus concret possible. Donc voilà la structure que je vous propose, c'est une structure plus ou moins classique. En gros, très souvent on ne le présente pas, mais ça vient naturellement. Donc quand vous faites une présentation, très souvent, vous partez de quoi? Vous partez de ce qu'on appelle le pain, le contexte, la problématique. De là, vous venez avec votre solution par rapport à cette problématique. Et puis, vous parlez, donc là c'est plutôt en business, vous parlez du client. Quelles sont les personnes que vous ciblez par rapport à votre projet? Ensuite, l'argent, parce qu'on sait très bien que dans le business, donc ça c'est un modèle pour le business, hein, je précise, on sait très bien que dans le cadre du business, s'il n'y a pas d'argent, à un moment donné, ça coule. Parler de l'équipe, de l'entreprise, ça a un petit peu à voir en fonction de vos profils, des projets que vous allez sélectionner, ou que vous avez déjà sélectionnés. Si vous êtes impliqué dans l'entreprise, vous pouvez vous présenter et présenter l'équipe comme vraiment une valeur ajoutée par rapport à votre projet. Si par contre vous n'êtes pas impliqué dans l'entreprise, vous avez le choix. Soit vous défendez votre team par rapport à vos professeurs en disant voilà, nous sommes les bonnes personnes dans lesquelles vous pouvez investir, soit vous présentez l'entreprise. Mais le but est de vraiment bien comprendre qui gravite autour du projet. Ensuite, la concurrence et le closing. On va faire un petit tour de chaque point rapidement maintenant. Donc, pour le pain.
Donc le pain, comme je l'ai dit, c'est le contexte, c'est la problématique, c'est la question de départ. À la limite, c'est souvent ici que va démarrer votre histoire. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez pensé à cette solution? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez développé ce projet-là? Donc, vous devez en général démarrer avec une question fermée qui permet au destinateur de comprendre immédiatement la problématique de votre pain. C'est un choix, c'est une proposition. Comme je vous l'ai dit, Adam Ansett ne démarre pas avec une question fermée, il démarre en disant « j'ai eu le cancer. Heureusement, je m'en suis sorti, mais j'ai eu plein de problèmes. Je ne vous souhaite pas ça. Voilà une solution que je vous apporte pour éviter ce genre de problème. » Chacun a un peu sa philosophie de démarrer son pitch. Maintenant, si vous n'avez pas une histoire comme Adaman a raconté, une question fermée, ça peut être simple. Imaginons, avez-vous déjà raté votre bus? Là, l'interlocuteur vous dit, ah ben oui, quand j'étais plus jeune, ou oui, encore maintenant, ça m'arrive de rater mon bus. Voilà, j'ai une solution pour vous. Donc là, c'est marrant, mais rien que de poser cette question, la personne peut directement être sensibilisée, il faut trouver la bonne question quand même, et directement, il serait intéressé à aller beaucoup plus loin avec vous. À partir de ce moment-là, vous avez son attention. Vous lui avez posé une question, il s'est dit, ah, là, le gars vient me présenter quelque chose, il s'intéresse à moi. Et donc là, directement, il va vouloir aller plus loin et savoir ce que vous allez raconter. Donc c'est le point de départ, c'est là que tout se joue. Si vous vous plantez dans la question, si vous vous plantez dans le contexte, vous êtes sûr, vous avez perdu la personne devant vous. Alors ensuite vient la solution. Alors dans vos présentations en général, c'est mieux de démarrer par le contexte, mais vous n'êtes pas obligé de venir directement à la solution. C'est en général mieux de faire problème, solution, et puis le reste de la structure peut être adapté. Donc vous pouvez commencer à jouer, à modifier. Vous n'êtes pas obligé de commencer par, après je pense que c'est le client, et puis l'argent, ben vous pouvez mettre l'argent et puis le client. D'accord? C'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez jouer avec cette méthode. Vous êtes vraiment propriétaire de la méthode par rapport à votre projet. Donc ici, moi je vous donne les grands points. À vous de bien sûr tous les insérer. Le but est vraiment de tous les avoir. Si vous dites « Oh, mais je ne vais pas parler de l'argent, je m'en fous, c'est pas important dans mon projet », ok, pas de problème, mais vous perdez en crédibilité. Donc chaque point est important, mais l'ordre pas. C'est un peu à vous de voir. Pour la solution, comment apportez-vous une solution à ce pain? C'est à ça que vous devez répondre. Donc voilà, j'ai eu le cancer, j'ai eu un problème de dossier, de voyager. Ma solution, c'est le moyen de pouvoir dire que ce dossier-là pourra à l'avenir voyager de médecin en médecin sans se perdre. Et vous allez me demander, mais pourquoi je ne perdrai pas mon dossier? Parce que ça sera moi le propriétaire, c'est moi qui vais transférer mon dossier de docteur en docteur, de médecin en médecin. C'est moi le propriétaire de mon dossier. À l'heure actuelle, c'est pas vous le propriétaire, c'est le médecin. Donc ma solution va vraiment vous aider. Voilà, c'est dans cette philosophie-là qu'on vient présenter la solution. Brève description, claire, avec le minimum de détails techniques, on n'oublie pas la grammaire. Le but de la clarté, c'est de ne pas perdre encore une fois l'interlocuteur. Vous avez attrapé son attention au niveau du contexte, du problème, gardez son attention pour la suite. D'accord? Donc il ne faut surtout pas le perdre. Oui? Question fermée? Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà raté le bus? Pour le rater le bus? On le verra après? Je veux bien le présenter, c'est parce que c'est pas mes boîtes, et donc au final je mets en avant des boîtes qui ne m'appartiennent pas. Mais si tu as raté ton bus, par exemple, une des solutions c'est de dire, vous ratez votre bus, pourquoi? Là, la personne donc a répondu, oui, j'ai déjà raté mon bus, pourquoi? Je suis arrivé trop tard à l'arrêt. Tu as couru? Oui. Ah, c'est dommage. Tu aurais bien aimé avoir un message sur ton GSM qui te dit il est encore temps d'attraper ton bus ou il est trop tard. Moi j'ai la solution et je te la présente. Et c'est là que la personne se dit ah oui, c'est une application que tu installes sur ton GSM qui s'appelle NextRide et qui te permet simplement en disant ton intérêt où tu dois aller dans les prochaines heures de pouvoir avoir un message cours, ne cours pas, tu as déjà raté ton bus. L'application le fait réellement. Donc voilà, je vous inviterai à la télécharger par après. Ensuite, le client. Donc, comme je vous l'ai dit, le client, c'est celui qui va payer. C'est celui qui est prêt à payer pour votre solution. Et là, le but, pour pouvoir garder toujours la crédibilité, votre crédibilité aux yeux de votre interlocuteur, l'importance est vraiment
de montrer que vous avez étudié vos clients, de dire oui, moi j'ai une super solution et je suis sûr que tout le monde va l'acheter. Pourquoi vous êtes sûr que tout le monde va l'acheter? Ah, mon frère m'a dit qu'il aimerait bien, il mettra bien 2 € pour l'acheter. Ma grand-mère m'a dit qu'elle mettrait 5 € parce que voilà, elle est contente que je crée ma boîte. Ok. Et les autres? Les autres, je mettrai une application à 99 cents sur le store, je suis certain que ça partira. Ben non, c'est pas ça qu'on veut. D'accord? Ce qu'on veut, c'est dire, voilà, imaginons Nextride, application pour les bus. Je sais qu'aujourd'hui, dans les statistiques, j'invente parce que je ne connais pas toutes les statistiques liées à ça, mais je sais qu'aujourd'hui, 70% des personnes qui prennent le bus sont des jeunes. Dans ces 70%, il y en a 40% qui utilisent leur smartphone quotidiennement. Pour tout. Pour tout. Et dans les 40%, il y en a 10% qui sont plus connectés sur leur smartphone que dans la vie réelle. Donc je sais que si je développe une application sur smartphone, je vais être sûr de pouvoir toucher ce public. Ce public, ce n'est pas mes clients. D'accord? C'est la communauté qui va me permettre de faire vivre mon produit. Ah oui? Comment? Simplement, ma communauté va se construire, je vais avoir des personnes qui téléchargent mon application, une grosse communauté que de jeunes, que je vais pouvoir mettre en avant, et puis je vais aller chercher des sponsors, Hello Bank, Orange, qui ont envie de toucher ce public très jeune, et je vais leur demander de payer pour pouvoir avoir des espaces publicitaires chez moi. Et je vais aller encore plus loin, je fais des espaces publicitaires bien plus qu'une petite publicité Orange où vous faites 5 € de réduction. Et je vais avoir mon application qui se transforme en une application quasiment Orange, par exemple, en partenariat pendant 1 an. Et Orange est le financeur du projet pendant 1 an. Et ça, c'est un moyen de revenu. Il a fait ça, mais un peu différemment. Je ne connais pas tout en détail, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, mais voilà, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple de payeur. Donc pouvoir dire, même si le client, on pourrait penser que c'est les utilisateurs de mon application, mais si ces utilisateurs ne payent pas, ce ne sont pas mes clients. C'est ce qui va me permettre de trouver des clients par après. Il faut bien faire la distinction. Alors oui, n'hésitez pas à rassurer en apportant des preuves, études de marché, analyses, peut-être statistiques que vous trouvez sur Internet. Tout est bon pour pouvoir vendre votre produit. Alors comme je l'ai mis en dessous, à chaque fois j'ai mis une petite phrase, c'est important. C'est juste de dire, voilà, plus cette partie sera étudiée, plus la crédibilité en sera accrue. C'est logique, la première fois que j'ai été présenté mon projet d'entreprise, mon étude de marché était un peu limite, dans le sens où je l'ai bien faite, mais pas assez mise en avant. Et donc, très rapidement, la personne m'a dit, écoute, reviens avec une partie client un peu plus développée, et je pourrais investir dans ton projet, ce qui a été fait par la suite. Mais voilà, donc c'est important quand même de bien développer cette partie-là. Ne vous dites pas, tant que je montre du doigt les potentiels clients, ça me suffit. Non, pas du tout. L'argent. Alors ça c'est le nerf de la guerre. L'argent. Donc une fois que vous avez les clients, c'est bien. Vous dites, j'ai ma communauté d'étudiants, et je sais qui pourrait payer pour ça. C'est Orange, par exemple. Mais combien? Est-ce que ça suffit? Si derrière mon application, j'ai 4 développeurs, j'ai 3 commerciaux, j'ai 2 fondateurs, 2 gérants, un comptable, une secrétaire et quelques ambassadeurs que je paye 5 € à chaque fois qu'ils communiquent un peu pour moi, est-ce que Orange me suffira? Ça, c'est ici que vous devez le prouver. Quels sont vos coûts? Rapidement, et très rapidement dire, voilà, moi par rapport à tout le personnel que j'ai 200 000 € de coûts par an, il faut que je prévoie minimum 200 000 € de rentrée d'argent par an, minimum. Et si je veux être crédible face à la personne qui doit investir dans mon projet, il faut que j'ai entre 20 et 30% de bénéfices à la fin. D'accord? Donc il faut pouvoir ici bien expliquer votre business model, où vous allez chercher l'argent, combien, comment est-ce que vous le valorisez. Donc c'est une étape très importante. D'ailleurs, sans business model, on ne croira jamais la fin de votre histoire, on ne vous écoute plus. Vous n'avez pas de business model, vous dites « Ah oui, je suis en train de construire, je pense que je vais arriver à quelque chose avec Orange », très vite vous allez être perdu. Je prends l'exemple de Nextride. Il y a 2 ans, Nextride est arrivé en disant « voilà, je pense que le business model serait d'aller chercher du sponsoring chez Orange ». Et malheureusement, ils ont été un peu à l'abandon pendant quelques mois, ils ont eu du mal à trouver des financements. Et c'est après qu'ils ont pu prouver que leur business model fonctionnait,
Quand ils ont présenté, ils ont dit voilà, ben, nous on a fait un test avec Hello Bank, on a gagné autant pendant quelques mois, et Hello Bank a renouvelé l'aventure. Maintenant on aimerait bien chercher un sponsor en plus pour pouvoir combiner les deux et pouvoir peut-être augmenter un peu la marge parce qu'on a plus d'utilisateurs. Et donc là ils ont pu construire au fur et à mesure et justifier leur business model et montrer que ça fonctionne. Et c'est là où c'est le plus important parce que quand le business model fonctionne, même à la limite si votre contexte et votre solution n'étaient pas top, mais que vous montrez que l'argent rentre et que ça fonctionne, en général, il y a moyen d'aller chercher un peu d'argent. Par contre, si le contexte et la solution est très bien présenté, vous faites x10 sur le montant d'argent que vous allez chercher. Au lieu de lever 100 000 euros, vous en levez 1 million. D'accord ? Tout ça parce que vous avez une présentation différente. Alors, je parle de levée de fonds, parce que ici, je prends beaucoup d'exemples de startups, parce que c'est beaucoup eux qui utilisent le pitch. On le trouve dans le monde des entreprises également pour présentation de produits et de projets, mais bon, les entreprises ne mettent pas en avant ces vidéos sur Internet, vu que ça reste quand même des produits en interne, donc voilà, vous serez confronté à ça sur le marché de l'emploi. La team, ben, comme je l'ai dit, vous présentez votre équipe, vous présentez l'entreprise, l'équipe de l'entreprise, peu importe, mais le but est d'aller chercher dans la présentation de l'équipe vraiment des éléments clés qui justifient pourquoi l'équipe est la bonne personne pour suivre ce projet. Je prends Vincent Quenen à Damanset. Pourquoi est-ce que c'était la bonne personne pour gérer ce projet? Parce qu'il a eu le cancer et que son fils a eu le cancer. Et donc rien que ça permettait de dire que même sans argent, lui, il continuera à développer son projet. Parce qu'il y croit et que ça lui serait utile même rien qu'à lui. D'accord? Donc c'est vraiment l'importance de l'équipe, elle est là. Il faut trouver, bon si vous dites oui mais moi, nous dans le cadre du projet, quelle est notre importance par rapport à l'entreprise sélectionnée? J'ai envie de dire, cherchez vos compétences, ce que vous pouvez mettre en avant qui justifie le fait que vous soyez sélectionné pour ça. Après, si vous êtes impliqué dans l'entreprise, ça sera un peu plus facile. Donc voilà. Et donc là, la petite phrase, au final, j'ai quand même bien fait ça. Pour comprendre la morale de l'histoire, il faut connaître son auteur. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. La concurrence. La concurrence. Alors ça, en général, quand on a un nouveau produit, un nouveau projet, on nous dit « ouais, mais il n'y a pas de concurrent. Il n'y a personne qui fait la même chose que nous, ça n'existe pas. » Mais il faut savoir que le marché est grand. On est presque 7 milliards, je pense, dans le monde. Chacun a des idées dans sa petite tête, et en général, on a très peu d'idées nouvelles. Pourquoi? Parce qu'une idée naît en général aujourd'hui d'une amélioration de quelque chose qui existe. Et ne naît plus de l'invention d'une personne qui se lève et qui se dit « je vais inventer quelque chose ». D'accord? Ça arrive encore, hein? Je ne dis pas le contraire, ça arrive encore. Mais c'est de plus en plus rare. Et donc me dire à quelqu'un « je n'ai pas de concurrent », c'est faux. C'est faux. Dès que vous dites « je n'ai pas de concurrent », vous perdez votre interlocuteur. Toujours. Pourquoi? Parce que vous avez toujours au moins un concurrent. N'importe qui, mais vous en aurez toujours au moins un. Je prends par exemple Nextride pour les bus. Il pourrait dire que au final, il n'a pas de concurrent. Je crée une application qui me donne les horaires de bus, qui m'envoie des messages quand je vais rater mon bus ou pas. Mais il existe des concurrents en Nextride. Simplement le site Tech, Infotech. C'est tout bête, mais rien que ça, c'est un concurrent parce qu'il donne des horaires. Et à la limite, si Nextride n'existait pas, et quand Nextride n'existait pas, le site Infotech existait et donnait ces infos-là. Alors il n'était pas précis, il y avait moyen de faire mieux, d'où la naissance de Nextride, mais au final, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui peut venir concurrencer ou en tout cas vous remplacer si vous n'existez pas. Donc à vous maintenant, pour pouvoir rendre votre projet crédible, de trouver ces concurrents, de pouvoir les mettre en avant et de pouvoir dire, regardez, moi je les ai étudiés, voilà ce qu'ils font aujourd'hui, et ce qu'ils font de mal, et ce qu'ils font de bien, voilà ce que nous on fait de mieux. Et en effet, on a peut-être un point où aujourd'hui on est moins fort qu'eux, par exemple on a moins de clients qu'eux, mais par contre tout le reste est bien plus développé, et on est confiant, on va lever des fonds, voilà. On va à l'étranger, on va grandir notre portefeuille client et nos rentrées. Donc voilà, c'est ici que vous allez vraiment devoir montrer que vous avez envie d'aller plus loin. Mais pour ça, il faut connaître ses concurrents. Donc il y en a plein. Quand on pense qu'on n'en a pas, on se trompe.
Et finalement, la dernière étape, c'est le closing. Le closing, c'est j'ai fini de vous présenter mon projet, au revoir, je pars. Non, ça c'est mauvais. C'est clairement mauvais. Donc j'ai fini de vous présenter mon projet, qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, le projet est fini, merci de m'avoir écouté. J'aimerais vous rencontrer parce que j'ai besoin de fonds. Je ne vous le cache pas, je recherche, j'ai déjà des contacts. Est-ce qu'on peut prévoir un autre meeting pour en discuter de manière plus approfondie? Je pourrais répondre à vos questions. Quand êtes-vous disponible? Ah mais je dois voir en interne. Pas de problème, je vous envoie un mail demain? Ah non, 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 je dois m'arranger quand? Dans 2 semaines? Ok. Je vous appelle dans 2 semaines, à 1h de l'après-midi, jeudi. C'est bon pour vous? Oui, ok, ça va. Et on clôture comme ça. Et là, on a prévu la prochaine étape. Et ça, c'est le meilleur closing. Celui qui dit, ok, ben, je vous laisse revenir vers moi quand vous aurez des disponibilités, c'est foutu, c'est foutu. Parce que si la personne vous oublie, ben, à ce moment-là, vous avez perdu votre interlocuteur. Si par contre, vous retournez vers elle en disant, oui, mais je vais quand même la relancer parce qu'elle m'a peut-être oublié, ben, vous allez peut-être arriver au mauvais moment. Vous allez appeler à, je sais pas moi, 8h du matin, et le gars, il sera en réunion. Il va vous dire, écoutez, je suis en réunion, je ne saurais vraiment pas vous écouter. Et j'ai oublié. Et j'ai pas le temps. Je me suis disputé hier avec mon épouse. Mon patron m'a emmerdé ce matin. Écoutez, c'est pas le moment, je vais peut-être quitter mon job. Au revoir. Voilà. Et vous avez perdu tout. Tandis que si vous avez fixé un moment, jeudi à 13h, même si la personne a plein de problèmes, elle va se dire, c'est moi qui lui ai dit de sonner à 13h. C'est pas de sa faute si ce gars-là tombe au mauvais moment. Donc je vais un petit peu la jouer un peu plus mollo. Et je vais dire, voilà, écoute, c'est pas le moment, ça va pas trop pour le moment ici. Rappelle-moi dans 1 semaine. Quand? Mardi? 13h? 14h? 8h? Et là, vous êtes sûr de toujours bien tomber. Ça fait vraiment commercial, ça fait vraiment la personne qui ennuie, mais je vous garantis que ça porte ses fruits. Et ça, c'est dans tous vos projets. Donc, toujours penser au 2e chapitre de votre histoire. Donc voilà. Je sais pas quelle heure il est. Et moins quart, je suis dans le timing. Donc je vais vous faire très rapidement un petit elevator pitch pour mon projet, Student & Go. Ça fait longtemps que je ne le fais plus, donc on va s'y remettre. Donc, comment ça démarre? Donc, je viens vous présenter, d'abord on va mettre le contexte. Donc on va imaginer que vous êtes des investisseurs, d'accord? Et que je viens chercher des fonds auprès de chacun d'entre vous. Donc je viens vous présenter Student & Go. Donc j'ai été invité par M. Rouette, et je viens vous vendre ce projet. Donc j'arrive, première chose, bonjour, je m'appelle Mariano, porteur de projet Student & Go. Qu'est-ce que Student & Go? On va y venir, Tout d'abord, comment il est né? Je pense que c'est beaucoup plus important. Je reviens en 2011. 2011, je reviens d'Erasmus. Je suis parti 4 mois aux États-Unis. Et je reviens, mentalité très entrepreneuriale. Aux États-Unis, vous connaissez certainement. Là-bas, on crée des boîtes en se levant le matin à 7h. Et je reviens des États-Unis et je m'ennuie. Et je m'ennuie parce que je reviens en fin décembre. Et au mois de janvier, c'était les examens. Mais moi, j'avais déjà passé mes examens aux États-Unis. Donc, j'avais rien à faire tout le mois de janvier. Donc, je reviens fin décembre. Et déjà, bon, les vacances de Noël, on en profite quand même un petit peu. Et je me dis, j'ai envie de créer une boîte. J'ai vraiment envie. Et donc tous les jours, pendant les vacances de Noël, je me lève et je dis, je vais créer une boîte. Je vais ouvrir un restaurant, c'est plus facile. Ouais, mais bon, c'est pas la même chose. Ok. Je vais créer une boîte. Je vais faire quelque chose. Bon, je trouve rien. Mon père m'avait même à l'époque proposé de vendre d'ailleurs maintenant c'est connu, des écrans, des albums photos électroniques où on a les photos qui défilent. Il me dit, ben, pourquoi tu crées pas ça? Je dis, ouais, mais ça, il n'y a personne qui regarde ça. Ben, ça marcherait dû le faire, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Et donc, à un moment donné, je me lève en janvier et mon père me dit, bon, écoute, t'as tout le mois de janvier, ça me fait plaisir, hein, t'as bien dormi pendant 2 semaines, tu t'es bien amusé en Erasmus, t'as dépensé tout mon argent, c'est bien. Il serait peut-être temps maintenant que tu aies travaillé pour me rembourser. Qu'est-ce que t'en penses? Et je dis, ah oui, c'est vrai. Puis je me dis, ben, autant combiner les deux. Je vais le rembourser et je vais trouver une première expérience professionnelle qui est en lien avec mes études. Donc moi j'ai fait ingénierie de gestion. Je me dis, ben, en étant gestionnaire, est-ce que je ne ferais pas, à un moment donné, des études qui m'aideraient à pouvoir avoir cette première expérience? Pourquoi? Pour sortir des études et dire à l'employeur qui est devant moi, j'ai déjà 1 an, 2 ans d'expérience dans le domaine, j'ai fait ça à côté de l'école, et voilà, est-ce que vous m'engagez? Et pouvoir être un peu plus fort.
J'ai cherché, une semaine, rien, 2 semaines, rien. Je me dis, c'est pas possible, on trouve rien. J'ai téléphoné toutes les agences intérim. Oui, ils me téléphonaient 2 jours après, est-ce que vous voulez bien aller faire un déménagement au fond de la rue? Est-ce que vous voulez bien aller démonter un ascenseur? Je l'ai fait d'ailleurs. Mais rien en relation avec mes études. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'existe pas cette opportunité d'aller chercher une expérience professionnelle? C'est pas possible. Et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné aux grosses boîtes. Vous connaissez peut-être Ernst Young, Deloitte, PwC, Coca-Cola, Danone, je les ai tous faits. Et je leur demande, est-ce que vous engagez? Ah oui, on engage, mais il fallait s'y prendre au moins 2 semaines à l'avance. Il dit, maintenant, il vous reste combien de temps? Je dis, ben, il me reste 2 semaines. Ah, le temps que vous formez, le temps que vous veniez, qu'on fasse les tests, voilà, ça n'ira pas malheureusement. Je dis, ben ça va, ben, est-ce que je pourrais revenir vers vous en juillet? Oui, bien sûr. Ok, donc je me suis dit, les entreprises sont là. Elles acceptent, elles sont demandeuses. Et moi, je cherche, mais je ne trouve pas. C'est marrant. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas un lien à faire entre les deux? Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas leur dire, regardez, on peut se rencontrer à un endroit, l'étudiant qui cherche une première expérience et l'entreprise qui cherche un bon étudiant un peu proactif et qui a envie d'avoir cette première expérience et qui pourrait lui donner cette opportunité d'investir en lui. Et là, je me suis dit, bah, ça fait 3 semaines que je cherche un projet. Et quand mon père me met un peu en pratique, je trouve le projet que je veux. Donc, en 2 semaines, on a créé le projet. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est né d'abord d'un besoin personnel. Alors, vous allez vous dire, oui, mais peut-être que c'est que ton besoin. C'est peut-être que toi, malheureusement, ton papa n'a peut-être pas assez de contacts, ou simplement tu n'as pas beaucoup d'amis, hein, tu es renfermé chez toi, sur ton ordinateur à longueur de journée, donc tu connais personne qui pourrait te pistonner pour trouver un emploi. Eh ben non. Eh ben non. J'ai constitué une petite équipe, on était 25 initialement, tous dans des orientations totalement différentes, et c'était le cas pour tous. Tout le monde était confronté à la même problématique. Et donc c'est là qu'est née l'envie de développer ce projet. Alors la solution qu'on propose, c'est quoi? La solution, c'est simplement une plateforme. Vous en connaissez plein, des plateformes comme cela. Vous connaissez Facebook, on crée des contacts entre nous, hein, des petits réseaux d'amis, qu'on peut partager entre nous, on peut créer des groupes et des choses comme ça. Vous connaissez Twitter, vous connaissez Instagram, il y en a même qui connaissent peut-être ici LinkedIn. Voilà. Eh bien, LinkedIn, quelle est la force de LinkedIn? C'est de pouvoir vous mettre en contact avec des entreprises, des patrons d'entreprises, ou des recruteurs. Quelle est la faiblesse de LinkedIn? Vous êtes aux études, vous avez une expérience, Quick, McDo, Cora, Decathlon. Je pense que j'ai fait 80%, plus ou moins ici des jobs d'étudiants que vous avez déjà fait. Ben, comparé à un marketeur ou un directeur marketing qui a 30 ans d'expérience, votre CV sur LinkedIn, il passe inaperçu. Et bien nous, ce qu'on s'est dit, c'est créons LinkedIn, mais pour les jeunes. Ils peuvent mettre leur CV en ligne, ils ont peut-être une ou l'autre expérience, mais c'est pas grave, parce qu'ils seront confrontés à d'autres candidats qui n'auront qu'une ou l'autre expérience. Pas quelque chose de fabuleux. Bon, certains, il y en a qui ont commencé à 13 ans à faire des grands jobs, hein, mais dans la majorité, vous dénoterez moins que sur LinkedIn. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Student & Go. Alors vous allez me dire, oui, mais qui sont vos clients? C'est simple, c'est pas Deloitte, c'est pas PwC, même s'ils sont, bien sûr, dessus. C'est pas Coca-Cola. Pourquoi? Parce que c'est des grandes marques et qu'elles attirent déjà beaucoup d'étudiants. Quand vous sortez de l'école, la première chose que vous faites, vous allez voir le site de Coca-Cola. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai envoyé mon CV. J'ai été voir le site d'Etias, une belle boîte Etias. J'ai envoyé mon CV aussi. Et donc, on fait ça dans toutes les marques qu'on voit tous les jours, les marques très médiatisées. Mais par contre, les petites PME du coin qui gagnent très bien leur vie, mais très très bien, j'en connais qui sont plus riches que les patrons de certaines grosses boîtes, mais on ne les connaît pas parce qu'ils ne sont pas médiatisés, ils sont peut-être dans un secteur un peu plus particulier, industriel, agriculture, voilà, donc un secteur où on ne médiatise pas beaucoup les projets. Mais ils engagent et ils ont des difficultés à engager. Et ces gens-là, vous ne les connaissez pas. Et donc, nous, c'est eux, nos clients. C'est eux qui seront prêts à payer pour pouvoir venir vous chercher en tant que jeunes. Voilà, je vous parle vraiment, vous êtes investisseurs, qui seront prêts à payer pour venir chercher les jeunes, toujours aux études. Et donc c'est comme ça qu'on a constitué notre base de données initiale, donc 270 entreprises à la base, aujourd'hui on a 1200 entreprises. On a commencé avec 300 étudiants, je pense initialement, j'en connaissais 280, pour vous dire hein,
comment on a démarré le projet, simplement avec ses potes. Et puis, aujourd'hui, on a presque 40 000, je crois. Il faut que je vérifie, 38 ou 40, enfin voilà. 40 000 étudiants. 40 000 étudiants, je ne les connais pas tous, je préfère le dire déjà. Et sur les 40 000 étudiants, on a des matchings qui se font régulièrement. Par exemple, l'été passé, 2000 étudiants ont trouvé un job d'étudiant en relation avec leurs études grâce à nous. C'est tout domaine confondu. Pharmacie, communication, web, enfin, voilà. Il y a beaucoup de domaines. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu constituer une bonne équipe. Et l'équipe, c'était qui? C'était simplement, à la base, des amis. Donc, des amis avec des compétences différentes. Moi, je suis plutôt gestionnaire, je suis plutôt communicant, je suis plutôt relationnel, networker. C'est moi qui vais à tous les événements représenter mon entreprise. Et à côté de ça, il me fallait quelqu'un qui gère le design. Je ne suis pas un grand pro du design, je pense que ça se voit. Hein. Enfin, voilà, je m'améliore, hein, ça c'était l'année passée. Mais voilà, je ne suis pas un grand pro du design, il me fallait quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment bon. Et comme j'avais fait plusieurs projets avec quelques amis, il y en avait un qui sortait un peu du lot, je l'ai appelé et je lui ai dit on monte une boîte. Il me dit attends, moi je suis directeur artistique, j'ai fait Saint-Luc, je ne suis pas très entrepreneur. Je lui ai dit t'as 2000 € à mettre dans une boîte. J'ai failli le perdre. Et puis je lui ai dit écoute, tu auras 2000 €, mais tu auras beaucoup de pourcents. Ah alors oui, je veux bien. Alors, voilà. Donc il m'a suivi, on a monté la boîte, et lui s'est occupé du design. Très rapidement, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû avoir un développeur. Parce qu'on ne fait pas Facebook, on ne fait pas LinkedIn, on ne fait pas Instagram sans développeur. Et donc, on a dû chercher des développeurs. Heureusement, j'avais encore un bon carnet d'adresses, on a trouvé des développeurs dans mes contacts, et on a monté l'équipe avec un développeur. Un deuxième nous a joint par après. Donc l'équipe, c'est ça. C'est des gens complémentaires. Même deux développeurs, vous allez me dire, oui, mais deux développeurs, ça sert à rien. Si, il y en a un qui est plutôt orienté web, l'autre qui est plutôt orienté mobile. Donc on est tous complémentaires. D'accord? Ça, c'est ce qui fait la force de notre équipe. Ça fait 4 ans qu'on existe. Bientôt 5, je pense. Non, ça fait 5 ans qu'on existe, bientôt 6. Et ce que je vous invite, c'est à me donner vos dates pour une rencontre plus approfondie, vous montrer les bilans de l'entreprise, et on fait une petite levée de fonds, objectif 1 million €. Est-ce que je peux vous attendre ici à l'entrée pour avoir vos disponibilités, votre adresse mail? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Ça, c'est un pitch. D'accord? Il y a moyen encore faire un tout petit peu mieux, je ne cache pas, mais c'est déjà un premier pitch qui vous permet de présenter le projet, le contexte, l'entreprise, où vous avez de l'argent, vos clients. Ah, j'ai pas parlé des concurrents, si j'en ai parlé directement en LinkedIn, mais je peux lister tous mes concurrents. Si vous avez une demi-heure, on peut rester. Il y en a beaucoup. Et au début, la première fois que j'ai été présenté mon entreprise, j'ai dit non, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que nous. Qui fait la même chose que nous? Mais rien qu'en Belgique, il y a toutes les agences d'intérim. Je ne vais pas toutes les lister, mais c'est des concurrents. Qui est concurrent? Elmo, l'Université de Liège, toutes les hautes écoles. Pourquoi? Parce que vous avez des offres de stage, des offres de premier emploi, ici au Val. Donc c'est concurrent. Si on n'existe pas, c'est un moyen de communication pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme concurrents? On en a plein. En Belgique, LinkedIn, références, vacatures, toutes les offres, tous les sites d'offres d'emploi. Enfin voilà. Il y en a vraiment toute une panoplie, mais ils ne font pas exactement la même chose que nous. Et nous, on est différents pour ça. D'accord? Donc vous voyez, c'est de pouvoir dire, être honnête avec soi-même, oui, on a des concurrents, oui, on peut trouver des alternatives à Student MBA. Donc, ici, pour avancer, je propose de faire les 3 vidéos. On sera dans les temps. Je pense, peut-être qu'on n'en fera que 2, on verra. Donc je vous propose 3 startups basées à Liège, toutes les 3, donc Nextride, Thomas Emin et Margot Doré. Peut-être que vous les connaissez, ils sont assez actifs à Liège. Made and More, plutôt pour les filles, tout ce qui est de mode mais local, Europe, Belgique principalement. Donc vous allez voir, son pitch est assez impressionnant. Et alors pour information, Nextride n'a pas levé d'argent, pas à ma dernière connaissance, mais il a trouvé de bons sponsors qui ont financé son projet. Made and More a levé 250 000 €, presque 300 000. Et Adamant 7 a levé 1 million et quelque chose de mémoire. Donc voilà.
Donc vous allez voir, et grâce à ces vidéos-là, entre autres. Pour les transports en commun possibles. En fait, notre point de départ, c'est que si vous regardez... Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Hermine, je suis le Project Manager de Nextride et je suis très content évidemment de vous présenter Nextride sur Perfect Pitch. Nextride, c'est le rêve un peu fou de 4 jeunes diplômés liégeois qui décident de construire le meilleur compagnon mobile pour les transports en commun possible. En fait, notre point de départ, c'est que si vous regardez les applications qui existent aujourd'hui sur le marché, l'application de la RATP, l'application de Lane, l'application de la SNCB, en fait, elles sont presque toutes les mêmes. C'est des applications qui sont faites par des prestataires de services pour le compte des compagnies de transport. Si vous les regardez en détail, vous allez vous rendre compte que leur design est parfois moyen et parfois même franchement mauvais. Elles sont rarement mises à jour et elles offrent toutes plus ou moins les mêmes fonctions assez basiques. C'est assez étonnant quand on sait que chaque jour, il y a plus de personnes qui passent par Bruxelles Centrale que de personnes qui vont aux Ardentes en un seul jour. Donc clairement, les applications de transport en commun, les applications de transport public d'une manière plus générale, sont un des types d'applis les plus utilisés au monde et pourtant un des types d'applis les moins développés. Alors c'est étonnant parce qu'elles sont très utilisées, mais c'est aussi parfaitement normal parce que ce n'est pas le travail des transporteurs que de faire une application mobile. Faire une application mobile innovante, intéressante, amusante à utiliser est un job à temps plein, croyez-nous sur ce coup-là. Mais ce n'est pas le job à temps plein des transporteurs. Leur job à eux, c'est de faire rouler les bus, les trams et les métros, d'entretenir le réseau et de gérer chaque jour des centaines de milliers de personnes sur leur réseau. C'est ça leur travail. Et grâce à l'open data, ça peut devenir le nôtre que de développer une super application mobile pour les gens qui chaque jour utilisent les transports publics. Alors, concrètement, ça veut dire quoi faire une super application mobile pour les transports en commun? Je vous montre rapidement 2-3 choses qu'on fait déjà aujourd'hui. La fonctionnalité la plus amusante et celle qui fait en général beaucoup rire nos utilisateurs, c'est Smart Color. On regarde où est la personne au moment où elle consulte l'horaire, on regarde où est l'arrêt de bus, de tram ou de métro auquel elle veut aller. Et en temps réel, on va lui dire si elle est plutôt dans les temps, Smart Color est vert ici, ou si elle est plutôt un peu à la bourre, Smart Color va devenir orange, ou s'il n'y a vraiment aucune option pour que la personne attrape son bus, son tram ou son métro, Smart Color est rouge. On a des fonctionnalités un peu moins amusantes, mais tout aussi utiles, voire plus. On fait notamment de l'accès hors connexion. Sans connexion 3G, sans Wi-Fi, vous allez obtenir tout de même les horaires en quelques clics. Alors on a aussi un jeu, on essaie de créer une énorme compétition entre les utilisateurs de transport en commun, une compétition qui stimule l'usage du transport en commun et qui rend encore plus amusante l'utilisation de l'appli. Mais je pense que la fonctionnalité la plus pertinente pour nous, c'est les perturbations partagées. N'importe qui dans Nextride peut signaler une perturbation. Votre bus est complet, il est en retard, il est bloqué. En un seul tap, toute la communauté de Nextride va être au courant et sera prévenue qu'elle peut attendre un peu plus ou au contraire qu'elle doit se dépêcher, que le bus va être complet et que ça ne vaut pas la peine de l'attendre ou qu'au contraire il sera bien confortable. Alors, qui est derrière tout ça? On est une équipe, comme je l'ai dit, de 4 jeunes diplômés. Margot s'occupe de notre communication, Michael s'occupe de tous les aspects techniques, Mathieu des aspects graphiques, et moi je gère un peu le projet et j'essaie de développer l'application à l'iPhone. Aujourd'hui, on a un partenariat avec le groupe Tech et un autre avec la STIB. On a dépassé les 170 000 téléchargements et chaque mois, 40 000 utilisateurs se connectent à l'application. Ils génèrent plus de 1 million de vues et sont très enthousiastes par rapport à l'appli puisqu'on a une vraie petite communauté sur Facebook. Alors, vous allez probablement vous demander comment on génère de l'argent avec tout ça. Notre business model est très simple. Il part d'un constat. On est très actif sur une tranche d'âge particulière. On a 89% de nos utilisateurs qui ont moins de 25 ans. C'est une tranche d'âge que les publicitaires aujourd'hui n'arrivent plus à toucher. On veut permettre une rentabilisation publicitaire au projet en permettant aux annonceurs de communiquer différemment avec notre public, nos utilisateurs et eux, leur cœur de cible qu'ils n'arrivent plus à contacter. Je ne peux pas en dévoiler un peu plus ici, mais sachez qu'on essaye de développer véritablement une nouvelle forme de publicité en partenariat avec de grandes marques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter à thomas@nextride.be, je serai ravi d'y répondre. Merci d'avoir regardé ce pitch et j'espère très rapidement pouvoir lire vos commentaires. C'est bien illustré.
comprenez mieux l'intérêt pour le message? Le message était clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pouvait améliorer dans son pitch? Allez. Comment? Sa prestance. Pourtant, c'est un bon communicant, mais c'est vrai que sur la vidéo, il ne se met pas assez en valeur. C'est vrai. Oui, quoi d'autre? Oui, mais alors ça, c'est un problème, c'est qu'au fait, chez Lean-Square, on a la caméra qui nous regarde et on a l'écran qui est là parce qu'il y a le câble des deux. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de regarder la caméra pour avoir le texte. J'ai fait une vidéo aussi et je sais que c'est très très dur. Donc voilà. Mais en effet, oui. Quoi d'autre? Non? Il a un t-shirt. Non, c'est pas ce qui change. En effet, c'est mieux d'avoir une chemise, ça fait un peu plus pro. Mais voilà, vous connaissez le plus grand entrepreneur mondial, quelqu'un que j'admirais énormément, qui est malheureusement décédé. Il mettait que des soupules. Donc Steve Jobs n'a jamais mis de chemise, ou en tout cas pas à ma connaissance, dans des grandes keynotes. Il mettait toujours son petit soupule. Donc on pourrait dire oui, mais soupule, c'est fort décontracté. On est quand même devant une keynote où le but est de vendre des millions d'iPhone après. Mais il est toujours très décontracté, ça marche. Je connais des entrepreneurs qui sont toujours aussi en t-shirt. Lui, il est de moins en moins. J'avoue qu'il met de plus en plus de chemises parce qu'il a un autre boulot à côté et il est obligé. Mais c'est pas ça qui va changer fondamentalement le message transmis. C'est mieux, hein. Je dis pas que vous devez tous venir en t-shirt devant M. Rouette, sinon je vais me faire engueuler. Rien d'autre? La question where is the money? Il y a répondu. Je ne pouvais pas en dire plus. C'est triste. C'est parce que son business model n'est pas finalisé. Enfin, il n'était pas finalisé à l'époque, maintenant il l'est. Mais en effet, c'est un message qui manque. Quand vous allez voir que le problème, c'est qu'ici, c'est quand même des vidéos qui sont totalement publiques et que quand on veut garder une certaine confidentialité par rapport aux concurrents, on ne peut pas dévoiler ce genre d'infos. Donc si vos entreprises, vous sélectionnez vos projets, demandent de ne pas trop dévoiler, ne faites pas comme eux de ne rien dire, mais essayez de limiter et de masquer un maximum les données, parce qu'en effet, c'est des données qui sont en général très confidentielles. On va passer à Medenmore, comme ça on aura le temps de faire les trois. Bonjour, je suis Stéphanie, la fondatrice de Medenmore. Alors Medenmore, c'est né d'une passion, la passion de l'étiquette, de la transparence et l'envie d'une consommation différente, de consommer autrement. Consommer autrement, particulièrement dans l'industrie de la mode. Donc l'industrie de la mode est une industrie extrêmement magique qui permet de se faire plaisir, qui met en avant de nombreux savoir-faire, mais c'est aussi une industrie extrêmement opaque. Alors deux constats de cette industrie. C'est la fabrication, c'est le non-respect des personnes qui fabriquent la mode. Alors ici, ce que vous voyez, c'est l'effondrement du building du Rana Plaza au Bangladesh, il y a 2 ans, qui a fait en tout plus de 2000 blessés et 1000 morts dans l'effondrement. Dans cet effondrement, on a retrouvé des étiquettes de chaînes très connues, de fast fashion, qui vendent des articles de mode à bas prix, mais aussi des marques plus chères qui fabriquent également dans des conditions douteuses. Deuxième constat, c'est l'emploi dans l'industrie textile en Europe. Donc un simple chiffre, c'est 1,2 million. C'est le nombre d'emplois qui ont été perdus en 5 ans en Europe dans l'industrie textile. Alors, face à ce constat, le consommateur se révolte, le consommateur veut de la transparence, le consommateur dénonce et finalement refuse cette industrie, a envie de consommer différemment et veut véritablement faire la différence. Donc, Medenmore propose, via aujourd'hui sa boutique en ligne, sont plus de 20 marques de mode qui sont à la pointe de la mode éthique. Donc on est aujourd'hui pile à 22 marques
qui toutes respectent les valeurs de la slow fashion. Alors la slow fashion, c'est une fabrication locale, donc toutes les marques qui sont vendues sur Made More ont choisi de fabriquer en Europe et de conserver leur fabrication ici, une fabrication à petite échelle, mais aussi le respect d'un savoir-faire. Alors, Made More, c'est véritablement un concept différent qui s'adresse à tous ceux et celles qui veulent connaître l'origine des produits qu'ils achètent. Alors, Made More, c'est une boutique en ligne, donc sur laquelle vous allez naviguer de façon classique dans un e-commerce. Vous allez naviguer parmi des vêtements, des chaussures, des accessoires, donc plus de 20 marques. Et alors, vous allez pouvoir naviguer par pays de fabrication ou par matière. Donc, vous allez retrouver des matières innovantes. Alors ici, une page article. Donc, la particularité de Made More, c'est vraiment de montrer où est fabriqué le vêtement, par qui, et de mettre un visage sur celui qui a fabriqué votre article. Alors, des matières innovantes comme du coton bio, des chaussures qui sont véganes, du cuir de rhubarbe pour certains bijoux et du denim recyclé pour certains vêtements. Alors, le packaging pour Made More est très important, le service client aussi. Donc, vous allez recevoir de jolies boîtes ou un sac à dos en coton bio avec votre commande. Et alors, la magie, c'est vraiment cette envie de vous montrer qui sont ceux qui fabriquent les vêtements. Donc, on va se rendre chez les fabricants, on va filmer, on va montrer ces personnes qui fabriquent la mode et qui sont derrière votre objet. Alors, donc Made More, c'est aussi une envie de contribuer à l'économie de demain. Donc, ce en quoi je crois véritablement, c'est qu'en tant que consommateur, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire la différence et vous allez pouvoir véritablement faire changer les choses simplement en sachant et en connaissant l'origine des produits que vous achetez. Alors je vous invite à aller voir le site de Made More, à aller visiter la page Facebook, à liker la page, à nous suivre sur Pinterest, sur Instagram, sur Twitter et aussi à vous inscrire à la newsletter pour suivre toutes les nouveautés de Made More. Merci. Avant de lancer la dernière vidéo, donc Adaman 7, celui dont je vous ai parlé quasiment pendant tout le pitch, Made More. Donc Made More, pour information, je l'ai dit un peu trop vite tantôt, je disais principalement les filles, je sais qu'elle sort une collection homme, donc ne soyez pas non plus totalement désensibilisés par rapport à cette marque. Donc vous avez vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Début de la vidéo, elle a mis vraiment une image choc, l'effondrement. Ça permet de sensibiliser. Enfin, moi, à chaque fois que je vois la vidéo, j'ai des frissons. D'accord? Parce que je trouve qu'elle va vraiment mettre le doigt où il faut. Et par rapport à des marques comme, vous l'avez vu, H&M, Benetton, et voilà, et plein d'autres, ben, ils sont confrontés à ça. Et elle veut vraiment solutionner ce monde-là. Donc, elle va mettre cet argument-là en avant pendant toute sa vidéo, quasiment. Pourquoi? Parce qu'elle va même insister à la fin de la vidéo, en mettant une petite vidéo de ses partenaires, hein, de ses producteurs, qui sont des producteurs locaux. Donc elle rappelle encore une fois, regardez, vous avez vu ce qui s'est passé, ici c'est un petit producteur local. Donc voilà, le message est important. Donc on va passer maintenant à Daman, et puis nous en aurons fini. Hi, my name is Vincent. Our project is based on a personal story. It ends well, but the beginning is a bit tough. In 2007, I was diagnosed with blood cancer. Today I'm taking a very efficient pill, which makes me in very good health. The same year, my son, Kea, was diagnosed with bone cancer. He went through 1 year of chemotherapy, radiotherapy, and he was amputated from his right leg at the end of the treatment. But today he's in very good health too. So we're both cancer survivors, and my conclusion is we have a very good medicine today in our developed countries. However, I could see in hospitals and in the medical sector in general that the information is years behind what technology can offer today. The information is not well managed, it's very difficult to share, and the patient is never in the loop.
So we decided to create our own innovative solution, which is based on 3 elements. One is a mobile application for doctors, allowing them to have all their medical files with them on their smartphone or tablet. The second element is a personal health record for patients. They can have their own personal record and the ones from their children, for example. And the third element of our solution is a platform to synchronize information between the two. Of course, everybody decides what they share and who they share it with. An example of application is on the screen behind me. This is the list of patients, and this is the details of a health record. And a very important element in our application is that it's free for everybody, for doctors and patients. We plan to finance the project by selling a premium version later with a few additional functionalities. Another important element also is that we do not store anything in the cloud. We are a bit anti-cloud. The information is only on the devices and it's securely exchanged between the devices directly in a peer-to-peer manner. You can download it, go to that web address, install it, test it, and importantly for us, give us your feedback so we can improve the application. Thank you. Donc voilà, pour Adaman, que manquait-il ici, comme dans Medenmore également? Le? Non, ici il en a parlé. Concurrence, il aurait pu en parler en effet. Medenmore aussi. Quoi d'autre? Comment? J'ai pas compris. L'argent, ici il en a parlé un tout petit peu d'où il pensait aller chercher l'argent dans les cliniques. D'ailleurs il a fait son premier partenariat avec le CHU il y a quelques semaines. Comment? J'ai pas entendu. La team, voilà, en effet. Ni lui, ni elle. Alors qu'il y a une équipe derrière. Ils sont pas tout seuls. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose de dommage. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a insisté sur son histoire personnelle, ce qui pour lui suffisait à mettre en parenthèse le reste de l'équipe qui sont eux beaucoup plus techniques. Donc voilà, c'était un choix. Au final, le timing, c'est quasiment, je crois, un des seuls qui respecte clairement le timing, avec Nextride un petit peu, mais Medenmore dépasse un tout petit peu. Donc voilà, pour revenir à la présentation, terminer, il ne reste plus qu'un slide. Vous avez maintenant le couteau suisse entre les mains, à vous de l'utiliser, d'accord, toutes ces méthodes, tous ces exemples. Vous avez vu les vidéos, j'ai été chercher sur perfectpitch.be. Donc si vous voulez d'autres inspirations, il y en a plein, je crois qu'il y en a maintenant une bonne 50aine. Et je vous invite à aller voir un petit peu ce qui s'y fait, les commentaires qu'on met en dessous. Il y a un coach qui met des commentaires, ce qui peut aussi vous aider à un moment donné, si vous voyez qu'il y a des éléments qui manquent, prendre ces commentaires, ça peut être aussi très intéressant. Et je vous souhaite bon courage pour votre projet. Adaptez bien ça à vos cas particuliers. Et je reste encore une fois à votre disposition si vous avez des questions sur la méthode ici pour l'appliquer à votre projet. Voilà, merci. Voilà, merci Mariano. Alors pour les étudiants, donc ceci fait partie du cours de séminaire en commerce extérieur. Je vous souhaite pris les bonnes notes. Vous pouvez des questions aussi en janvier sur le contenu de cette matière. Alors, dans le cas du cours de gestion comptable internationale, bien sûr, il y aura donc le projet comment vendre un produit innovant sur un nouveau marché à l'étranger. Ça, c'est la question. J'espère que vous allez trouver des solutions en partenariat avec les entreprises. Sur la plateforme e-learning, on a déposé aussi des